On va partir donc pour notre cours qui est sur les razzias négrières. Apparemment, visiblement, tout ce qu'on a raconté sur les razzias négrières n'était pas tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on a un terrain d'expression des fake news, c'est l'historiographie des razzias négrières et de l'esclavage. Vous voyez bien que dans ce territoire, il y a une terminologie parce qu'il s'agit de défendre le point de vue africain. D'accord ? Pourquoi c'est important de défendre le point de vue africain ? C'est parce que déjà c'est une histoire qui a mis en relation l'Europe et l'Afrique. Mais c'est l'Europe qui est jugée partie dans l'historiographie de cette affaire et qui raconte des histoires d'Homer debout. D'accord ? On vous dit que les Européens sont arrivés en Afrique, ils sont tombés sur des sauvages, mais les rois leur ont vendu. Alors vous posez la question, depuis quand les sauvages sont organisés en royauté ? Parce que quand tu es organisé en royauté, tu ne peux plus être sauvage. Il semble. Bon, et si tu dis que tu es organisé, donc effectivement l'Afrique, comme a fait Monsieur Anne, l'Afrique était organisée en royauté, le problème c'est que pourquoi tu as fait la colonisation en disant qu'il fallait civiliser les peuples qui ne l'étaient pas, et que manifestement tu as trouvé des rois à l'époque de l'esclavage, donc ça veut dire qu'il y avait déjà de la civilisation. Donc ça veut dire que tout ton discours, c'est du grand n'importe quoi. À se demander même si les gens boivent ou ils fument avant d'écrire un bouquin d'histoire. D'accord ? Bon. Non mais il faut se dire les choses clairement, parce que là on est dans du grand n'importe quoi. Mais puisque tout le monde parle de fake news, il faut savoir que l'historiographie des razzias négrières, je dis pas traite, razzias négrières, parce que nous avons tout simplement une terminologie qui n'est pas la terminologie de l'adversaire, d'accord, qui raconte n'importe quoi, je le rappelle. Bon, donc à partir de ce moment-là, il faut comprendre que là, ça devient une histoire qui concerne tout simplement l'honneur des Africains. L'honneur des souverains africains. Parce que on veut affubler l'Afrique, depuis Pharaon, d'un vaste continent qui n'a porté que des voleurs à la gestion des États, des gens qui coupaient, qui détaillaient. Il faut savoir que toute l'organisation politique que vous avez aujourd'hui en Afrique, qu'on appelle les États, c'est la fabrication de la conférence de Berlin. D'accord, où les Européens se sont partagés l'Afrique et ont mis des gens qui sont des préfets et qui sont là pour gérer leurs intérêts dans leur continent africain. La preuve, c'est qu'ils ont installé leur propre monnaie. Propre monnaie qui est imprimée là-bas. Alors aujourd'hui, on joue à un jeu pervers de l'écho de machin. Mais il n'en demeure pas moins que, toujours est-il, que la marge d'action de l'Afrique, elle est réduite. Parce que, il faut se le dire clairement, la guerre, on l'a perdue. C'est-à-dire, on a perdu la guerre coloniale. Donc on a perdu la guerre coloniale, on a eu la sanction que Hitler avait appliquée aux pays européens quand l'Allemagne nazie avait vaincu. Parce que c'est Hitler qui a inventé le mark CFA, parce qu'il avait mis un mark à 20 francs. Vous voyez, c'est-à-dire que à partir de un seul mark, on pouvait acheter des choses qui avaient une valeur de 20 francs. Le résultat, c'est que quand De Gaulle va installer ça en Afrique, il va mettre un franc à 100 francs CFA. Donc ça veut dire que vous prenez d'assaut, dans une démarche totalement nazie, des biens qui ne vous appartiennent pas, pour masquer le fait que vous usez de la force. Donc c'est pour ça que l'armée française est déployée en Afrique, alors que l'armée française, normalement, devait être déployée en France, non ? Puisque l'Afrique, jusqu'à nouvel ordre, n'a jamais attaqué ni l'Europe, ni la France. Donc pourquoi l'armée est déployée dans un continent qui t'a jamais attaqué ? On parlera de protectorat, que la France est là pour assurer la protection vraiment, des populations. Blanche-Neige et les 7 nains, vraiment on n'y croit plus. D'accord ? Donc c'est ça qui est important. Mais ce qui est très fort, c'est que la façon dont l'histoire est racontée aux jeunes générations, vous avez des gens qui, au demeurant, sont de bonne foi, mais tiennent un discours vis-à-vis de ceux qu'ils ont entendus et la façon dont on leur a expliqué ce récit, un discours anti-africain, même anti-nègre, anti-noir d'une façon générale. Alors il faut revenir sur un certain nombre de choses, revenir sur les matériaux, mener une critique des matériaux historiques et revenir sur une logique. Si on peut montrer par exemple le premier document qui est très intéressant, voilà. Vous avez Édouard Pointer qui, en 1867, refait cette grande peinture. Et il va représenter le déplacement d'une statue en Égypte avec l'utilisation d'esclaves. Donc, naturellement, on va là rentrer dans le monde sémitique avec des Hébreux qui auraient été en esclavage en Égypte, alors que cette affaire-là, c'est du grand n'importe quoi, parce qu'on n'a jamais trouvé le mot esclave en égyptien ancien.
et le mot esclave découle des Slaves que les Européens eux-mêmes vendaient aux Sémites, d'accord? Mais ce qui est très étrange, c'est que vous avez des gens qui fouettent. Oui. Donc on voit bien un certain nombre de personnes, notamment debout devant la statue, qui fouettent les gens. Donc voilà comment le récit est présenté de manière à donner à l'Afrique antique une image de pays de despotes où on pratiquait l'esclavage. Bon. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante? Voilà. L'image suivante, c'est le déplacement d'une statue à la 12e dynastie. C'est-à-dire que là, vous avez un document fait par les Égyptiens eux-mêmes. Où est le gars qui fouettait tout le monde? Vous avez 2000 personnes en train de déplacer les statues. Le rythme est donné par le tambour pour que tout le monde puisse avancer en même temps. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que l'individu qui est devant est en train de tout simplement renverser des jarres d'eau devant le traîneau pour que la terre soit humidifiée et permettre au traîneau de glisser sur cette espèce de sable, boue, terre, machin. Moi, j'ai eu l'occasion, en me rendant sur le plateau des Pyramides dans la zone des ouvriers, je voulais tout simplement passer, comme on dit, à travers champs, entre guillemets, parce que je voulais pas faire un grand décours, et j'ai pris de l'élan pour sauter sur une espèce de plateforme de sable, et j'ai glissé, mais sur une distance anormale. Donc j'ai refait le tour, j'ai repris de l'élan, j'ai ressauté, et j'ai glissé. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable, comment on fait pour glisser? Parce qu'il y avait un peu d'eau. Donc j'ai refait le tour, et j'ai glissé une troisième fois. Je me suis dit, je comprends maintenant pourquoi les anciens, c'était plus pratique pour eux d'utiliser cette méthode-là. Parce que les gens racontent des histoires. Écoutez. Mais peut-être qu'ils ont confondu non, mais je vais vous expliquer. La jarre et un fouet. Oui, il n'y avait pas la roue. Vous êtes sur un terrain un peu boueux, voire un peu marécageux. C'est pas une roue que vous allez utiliser. Mais le traîneau est fort à propos parce qu'il glisse. Il glisse. Comme du savon. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, moi-même, j'aurais choisi la solution du traîneau et pas la solution de la roue. Et vous avez une statue de plusieurs tonnes. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que, alors que l'Afrique a des matériaux pour pouvoir dire et renseigner l'humanité sur la façon dont elle déplaçait une statue, sans user de fouet ni sans martyriser personne, mais vous avez une bande d'individus qui viennent de l'extérieur et qui racontent à la jeunesse africaine des sornettes. Et la chose, c'est que malheureusement, cette jeunesse n'a pas l'opportunité de voir les vrais documents. Donc du coup, on reste sur ce qu'on a vu dans le documentaire, de ce qu'on a dit dans la Bible, des histoires d'Homer debout. Et le résultat, c'est qu'il y a quand même la réalité, c'est-à-dire le matériau africain qui permettrait de régler la problématique. Vous voyez? Donc ça, c'est l'exemple typique d'une fake news. C'est une fake news historique dans laquelle on veut tout simplement ternir l'image de l'Afrique et des Africains en les faisant passer pour des despotes. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Si on continue dans la démarche d'investigation, lorsque moi j'ai participé à beaucoup de colloques, vous savez, il y a la presse au mois de mai qui est relativement dense en termes d'articles, en termes d'images et compagnie, mais il y a une chose qui est très étrange, c'est que personne ne s'est jamais posé des questions sur cette problématique de l'image. Il y a eu un colloque à Montparnasse où on a réuni les historiens, et justement, la façon dont les gens parlaient, c'était comme si les images avaient une valeur d'objectivité. Or, ces images n'ont aucune valeur d'objectivité, c'est de la propagande. Alors, prenons le temps de regarder le document suivant, de manière à rentrer dans la problématique de la critique des images. Très bien. Vous avez l'habitude de voir donc, dans les magazines, dans les publications, un certain nombre d'illustrations que je vais me faire un plaisir de vous commenter. Tout d'abord, nous allons voir une première image qui est celle-ci. Vous voyez qu'on voit d'ailleurs très souvent dans les publications. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette image? Alors, tout simplement, il faut savoir que cette image a été publiée en fait par les éditions Anthony Tibbles dans l'ouvrage L'esclavage transatlantique, un crime contre la dignité humaine. Donc ça, c'est un ouvrage qui a été publié à Londres en 1994, donc c'est à la page 106 et c'est la figure 23. Mais chose curieuse, c'est que la source originelle de cette image n'a jamais été identifiée. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des hommes, des femmes et des enfants liés par des joues en bois et des chaînes qui sont capturés de l'intérieur des terres par des gardes africains qui portent des armes et ramenés le long des côtes. Bon. Cette image a été aussi publiée dans l'ouvrage de James Walving, An African Life, The Life and Times of Olaudah Equiano, 1745-1797, édition Cassel, 1998, en page 11. Il cite encore comme source originale Verney Lovell Cameron,
Voyage en Afrique centrale, 1873. Or, il n'y a aucun livre ayant ce titre écrit par Cameron. L'image a été également utilisée par James Wolving dans The Black Ivory, Londres, 1992. Mais aucune mention de son origine n'est notifiée. Alors, il y a une autre image qu'on a l'habitude de montrer, qui est cette image-là aussi, donc même type d'image. Donc vous avez des captifs qui sont traînés le long des côtes, donc par des gardes africains aussi, qui ont aussi même chose, donc un fusil. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cet ouvrage-là? Cette image, vous voyez, a été publiée dans l'ouvrage de David and Charles Livingstone, intitulé Histoire de l'expédition aux Zambèzes et ses tribulations, ainsi que la découverte des lacs Chihuahua et Nyassa, 1858-1864, publié à Londres en 1865. Et l'image que vous voyez figure à la page 356. Une réédition a eu lieu à New York en 1866 et là, cette image figure à la page 376. Alors, qu'est-ce qu'on peut y dire? On y voit des hommes qui sont liés par des rondins en forme de fourche, avec des enfants à leur côté et des femmes qui sont attachées par des chaînes ou des cordes, sous la surveillance aussi de gardes africains armés de fusils. Et la légende dit ceci, pour cette image, groupe de captifs rencontrés sur le territoire de Mambé en route pour Tété. Alors, la scène s'est déroulée en juillet 1861 et Mambé était un chef de village qui était aussi l'ami de Livingstone et était un village sur la rivière du Zambèze situé à l'ouest du Mozambique. Alors, il faut savoir que c'était le dernier poste donc avancé des Portugais sur le Zambèze et cette image a été aussi publiée dans le Harper's New Monthly Magazine, le volume 32 de décembre 1865 et mai 1866 en page 719. Alors, David Livingstone écrit que les illustrations du livre proviennent de dessins réalisés par un artiste qui était attaché à l'expédition. Et son nom était Thomas Baines. Mais le souci est qu'il a quitté l'expédition de Zambèze en novembre 1859, soit près d'un an avant que la scène de cette capture ait lieu. Poursuivons avec cette image, intitulée La traite des nègres en Afrique. Elle est tirée d'un manuel scolaire utilisé autrefois sur notre territoire. Donc ce manuel est pour connaître la France, les Antilles et la Guyane, histoire et géographie, classe de CM, publié aux éditions Hachette. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit sur la scène centrale un personnage en train de dire au revoir à ses enfants. Il porte manifestement un short blanc. Il est encadré par d'autres personnages qui manifestement aussi font partie d'une organisation puisqu'ils sont vêtus de blanc avec un bonnet rouge. Cette image est présentée donc aux jeunes générations comme étant un cas typique illustrant les razzias négrières en Afrique. Or, il est étrange de voir que le personnage, tout simplement, a le temps de dire au revoir à ses enfants, un peu comme s'il partait en mission. En demandant à des personnes ayant un certain âge, de certaines régions africaines, telles que le Togo, le Sénégal et autres, qu'est-ce qui pour eux est marquant dans cette image? Tout simplement, il s'agit de leur vécu de l'époque du recrutement des tirailleurs à l'époque coloniale. Effectivement, le bonnet rouge est un marqueur de cette période, puisque les tirailleurs portaient justement dans certaines unités ces bonnets rouges, donc qui fait que ça n'a rien à voir avec la traite négrière. Donc des anachronismes, des détails de l'histoire. Voilà, c'est-à-dire que on va revenir à la base, d'accord? Il faut comprendre le truc. Bon. La chose, c'est que les familles bordelaises, nantaises et autres, qui ont investi leurs finances dans le commerce des razzias négrières, c'est pas quelque chose que vous pouvez aborder comme ça, puisqu'ils connaissent bien la nature de l'affaire. D'accord? Je tiens quand même à rappeler que j'ai eu l'occasion de participer dans un colloque à Nantes, donc qui était organisé par la mairie, d'ailleurs monsieur le maire était présent, et j'ai entendu un niveau de sornette qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire que j'ai dû demander aux gens est-ce qu'ils sont venus quand même avec leur système de réflexion. Parce que, regardez, vous avez des Nantais qui disent que, oui, je ne suis pas responsable de ce que mon arrière-grand-père a fait, parce que la problématique de fond, c'est que je ne l'ai pas connu. Ok.
Mais quand il va voir le notaire de Nantes pour hériter de la fortune de ce grand-père qu'il n'a pas connu, bizarrement, son amnésie disparaît. Devant le notaire nantais, il reconnaît finalement ce grand-père qu'il n'a jamais connu, arrière-grand-père, qui va hériter tous les biens. Donc la chose, c'est que si la discussion est préférable avec nos notaires, on a des notaires en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Afrique et autres, puisque manifestement, devant le notaire, c'est là où tout le monde retrouve la raison. Le deuxième problème de fond, c'est de dire que c'est un problème de la royauté et que la République ne peut pas payer pour la royauté. Mais c'est du grand n'importe quoi. Parce que Haïti a contracté une dette à l'époque de la royauté et a continué de la payer sur la République. Clairement. On a coupé la tête de Louis XVI, on n'a pas coupé la tête de la dette. Donc la République, de fait, sera responsable de tout ce qui est de l'ordre de l'esclavage. Puisque si on avait coupé les liens financiers, tous ces liens-là, en coupant la tête de Louis XVI, on n'aurait pas discuté. Clairement. Mais là, on est dans du grand net. Donc c'est que des bêtises comme ça que vous entendez à longueur de journée, parce qu'il y a une problématique de fond, c'est que l'Européen sait qu'il a tort. Donc il ruse. Et il organise les fake news à grande échelle. Maintenant, ces familles nantaises qui ont besoin de justifier qu'ils ont investi leur argent, l'argent de la famille, dans cette affaire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des dessinateurs qui vont écouter les gens parler sur le port, c'est-à-dire que les gens ne sont même pas allés en Afrique, hein. Ils vont écouter les gens parler sur le port, et ils vont faire des dessins où on va commencer à t'organiser une Afrique que personne n'a jamais vue. Et je ne vous parle même pas de l'univers botanique. Parce que si vous rentrez, on vous dit ça c'est telle région, ces arbres-là n'existent. Le gars va même peindre les arbres en Alsace qui va te transférer en Afrique, il n'y a aucun problème. Puisque personne ne fait de vérification de rien. Tu as des gars qui ont un bonnet rouge. Mais s'ils sont en bonnet rouge habillés en blanc, hein, c'est qu'ils sont dans une organisation. Ils représentent les intérêts d'une organisation. Maintenant, si le gars qui va rentrer dans cette organisation a déjà un short blanc, donc il lui manque plus que le bonnet et le truc, et il dit au revoir à ses enfants, mais où ça vous avez vu que quelqu'un qui est rasier va dire au revoir à ses enfants? Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est dans un manuel scolaire. Il y a des enseignants, ils ont ça tous les jours devant les yeux. À aucun moment, je dirais quelqu'un attendez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un truc qui est à faire avec une suite de l'histoire, c'est-à-dire tout ce qui est engagement, tirailleurs sénégalais et compagnie, avec une problématique de l'esclavage. Donc ça montre bien qu'au niveau de la documentation, on s'amuse. Mais poursuivons la réflexion critique, si on peut voir le document suivant, parce que la réflexion critique, elle est quand même très intéressante sur cette démarche-là. Est-ce qu'on peut sur la même lancée de... Sur la même lancée de la critique des documents. Très bien. On y va. Alors, chose extraordinaire, c'est que donc vous avez une suite donc de captifs qui sont amenés le long des côtes, et il y a une chose quand même qui est relativement frappante, c'est la femme que vous avez au milieu de l'image, la façon dont elle porte l'enfant. Parce que nulle part en Afrique, on ne porte un enfant au niveau des fesses. Vous voyez, généralement, la femme, elle attache donc le tissu au niveau des seins, et la tête de l'enfant se trouve entre les deux omoplates. Je vous garantis que cette scène est totalement inventée. C'est-à-dire que l'auteur qui a dessiné cette scène, en fait, ne l'a jamais vue. Parce que s'il avait vu véritablement cette scène-là, il n'aurait pas fait cette erreur aussi grave, qui est, en fait, un enfant qui est placé au niveau des fesses, qui fait que la femme, quand elle marche, l'enfant, il est ballotté des deux côtés. En fait, chaque détail compte dans cette affaire. Je vais vous dire, il y a deux problèmes dans ce dessin. Moi, monsieur le maire de Soissons a fait un colloque qu'il a invité à la mairie. Moi, j'ai parlé à tout le monde. Les historiens étaient là. Je leur ai dit, cette affaire-là, c'est une fake news. Premièrement, ma grand-mère qui portait toujours des charges sur la tête, elle met toujours de quoi amortir la charge, d'accord, avant de mettre la charge. Vous avez des dessins où la femme porte la charge sur sa tête, comme ça, sans avoir mis même des végétaux ou un tissu pour amortir la charge. Vous avez vu ça où? Mais personne ne fait ça. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Le gars qui a fait ça n'a jamais vu une femme porter une charge sur la tête. Vous voyez? Parce que ce qu'on met sur la tête, ça permet de stabiliser aussi la charge, puisqu'elle est lourde. Vous voyez? Donc déjà, ça, c'est du grand n'importe quoi. Deuxièmement, la femme a un brushing. La femme centrale, elle a un brushing. Mais comment ça se fait qu'elle a un brushing? Mais on est où là? Vous prenez les gens pour des idiots, quoi. Et en plus, elle porte les enfants au niveau des fesses. Mais écoutez, moi, pour faire comprendre ça, monsieur le maire, j'ai demandé à 2 femmes, donc je n'ai rien dit, j'ai dit à 2 femmes, de venir devant l'écran géant. Et quand elles sont venues, je leur ai dit, est-ce que vous pensez qu'il a existé une femme africaine qui a porté ses enfants comme ça?
Et elles ont commencé à regarder, elles ont dit, mais non, l'enfant est trop bas. Parce que quand tu marches, tu bouges et il faut stabiliser le cou et les épaules de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'on montre l'enfant. Donc il repose sur les fesses de la maman, voyez, et l'enfant est remonté au niveau des deux omoplates. Donc ce qui permet de stabiliser la colonne vertébrale et haute. Donc le gars qui a fait ça, c'est quelqu'un à qui on a dit que oui, les femmes portent les enfants au dos avec un tissu machin. Mais on a l'impression que les deux enfants là qu'il a fait sont en lévitation. Est-ce qu'on peut revoir l'image? Parce que c'est puissant. On a l'impression que c'est Gérard Majax qui met... Regardez la dame qui a le truc rouge. Alors vous pensez qu'en Afrique, il y a des gens qui ont des tissus rouges comme ça? On est au carnaval de Rio, c'est quoi? Hein? Il y a quand même des dessins africains, il y a quand même des trucs, tout le monde est habillé. Le brushing, on le voit quand même assez bien, le brushing. Mais c'est quoi ce brushing? Vous voyez? Donc c'est-à-dire que vous voyez bien que le gars qui a fait ça était payé, mais ça c'est faux. C'est pas des vraies images, tu peux pas... Il faut pas prendre ça au sérieux. Nous sommes au cirque Zavata, là, nous sommes pas dans l'historiographie. Non, mais il faut comprendre ça, parce que c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, abordons le thème qui fait tout le monde bondir de sa chaise. La problématique des razzias, de la participation de l'Afrique. Est-ce qu'on peut voir le document suivant? Mais les Noirs ont vendu des Noirs. Non, mais justement. Alors, si on en croit le professeur Stephen Hahn, qui est l'auteur d'un vaste article de 2 pages, publié dans Le Monde diplomatique de mai 2010, l'acheminement des esclaves de l'intérieur du continent jusqu'à la côte était assuré sans participation des Européens, par les Africains eux-mêmes, qui les hébergeaient et les vendaient directement aux négriers européens. Et là-dessus, l'historien nantais, Olivier Pétré-Grenouillot, le rejoint en soutenant dans son ouvrage Les traites négrières et cette histoire globale que seulement 2% des captifs étaient razziés directement par les Européens. Pour qu'en réalité, l'acheminement des captifs soit une affaire africo-africaine et qu'il n'y ait que 2% de participation européenne, encore faut-il nous donner l'adresse de l'usine qui fabriquait les fusils en Afrique à cette époque-là, c'est-à-dire au moins les coordonnées GPS de l'usine qui, en Afrique noire, fabriquait ces fusils et ces munitions. Parce que si, effectivement, c'est possible de nous donner une telle information, là, je signe, banco, la livraison des captifs était une affaire africo-africaine, il n'y a aucun problème. Mais si on n'est pas capable de nous donner l'adresse donc de cette usine en Afrique et que nous savons pertinemment que ces armes à feu provenaient des usines européennes, alors là, il faut quand même admettre que le problème devient essentiellement européen. Pourquoi? Parce qu'il faut compléter l'étude par ce type d'image. C'est-à-dire les moments où nous voyons les Européens tout simplement en train d'introduire les armes à feu en Afrique. Parce que sans l'usage des armes à feu, il était impossible pour 2 personnes de ramener autant de monde au niveau des côtes. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Bon, il ne faut pas oublier non plus la bulle papale du 8 janvier 1454 qui stipulait « Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre et de réduire et de soumettre donc tous les Sarrasins, tous les Noirs, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle. » Donc cette bulle papale correspond véritablement à la note d'intention des Européens. C'est-à-dire que là, on voit véritablement qu'il n'était pas question de venir acheter des captifs le long des côtes, mais qu'il était véritablement question de venir les kidnapper, de venir les razzier. Un sournois, quoi. Voilà. Et c'est là que, je dirais, l'historiographie européenne se tire des balles dans les pieds. Et on va être, je dirais, logique pour analyser ça. Bon. Vous avez ce qu'on appelle le fondement d'un conflit, c'est le rapport de force. D'accord? Les grands spécialistes, puisque depuis qu'il y a eu le problème des sous-marins australiens, machin, tous les spécialistes de la géostratégie, des écoles militaires de partout, sont venus à la télévision pour aborder la problématique du rapport de force entre l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe et l'Angleterre, l'Europe et l'Australie. D'accord? Donc les gens savent que l'historiographie en termes de rapport entre nations, c'est une question de rapport de force. Bon. Vous avez des gens qui sont au demeurant diplômés, qui vous sortent un truc qui n'a ni queue ni tête, c'est que l'acheminement des captifs était de la responsabilité des Africains et que l'Europe n'a rien à voir dans ça. Je vais vous expliquer une chose qui est très claire. Il y a la notion de rapport de force. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué dans la conférence à Paris, où il y avait tous les historiens, je leur ai dit, voilà la problématique du rapport de force.
Sur l'image, il y a 2 personnes qui ont un fusil. Donc, on va prendre 2 personnes, mais on va prendre 2 personnes blanches qu'on va mettre devant la porte. Et on va compter le nombre de personnes attachées. Et on va prendre exactement le même nombre de personnes noires. Et on va demander aux 2 personnes de nous empêcher de sortir de la salle. Ça veut nous empêcher. Puisque, comme les gens sont dans le siècle Zavata de l'histoire, on prend 2 personnes blanches. Moi, je prends 12 bonhommes. Et empêche-nous de sortir de la salle. Amène-lui un machin. Ça va être compliqué. C'est pas possible. C'était pas des chargeurs 12 coups à l'époque. Donc c'est pas possible. Bon. Clairement. Maintenant, si on donne à ces 2 imbéciles-là des fusils, ça veut dire que si on est 12, on ne pourra pas sortir à 12. Parce que si c'est 6-6, c'est-à-dire s'ils ne ratent pas, on est tous cramés, on ne peut pas sortir de la salle, puisque ils ont des 6 coups, ça fait 12. Donc vous voyez comment la problématique du rapport de force par l'intrusion de l'arme européenne change la donne. Donc il est responsable. Vous voyez l'affaire, c'est comme un penalty, tu as fait tomber l'avancante qui allait marquer un but, penalty. Donc là, il y a penalty en histoire, c'est-à-dire que le gars peut pas s'en sortir. Parce que, je vais vous expliquer une chose. Moi, je suis le roi bois, foi, moi. D'accord? Je décide d'aller chercher des captifs à l'intérieur des terres, je prends mes fusils, je tire bam bam toute la journée, je reviens, j'ai attrapé, disons, 30 captifs. D'accord? Et je suis là, j'attends tranquillement que le bateau négrier arrive pour livrer mes 30 captifs. D'accord. Le lendemain matin, je veux repartir. Je fais clac-clac, j'ai pas de munitions. Donc, les razzias négrières ont commencé lundi à 8h du matin, se sont terminées lundi à 17h. Puisque j'ai plus de munitions. Le problème, c'est pas d'avoir le fusil. Encore faut-il avoir les munitions, puisqu'il n'y a pas de fabrication de munitions en Afrique. Aussi. Donc, du coup, si moi, le roi bois, je peux repartir vendredi, aller attraper des gens, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui m'a donné les munitions. Vous voyez? Parce que, je vais vous dire le problème de l'histoire de l'Afrique et de l'Europe. Le problème de l'histoire de l'Afrique et de l'Europe et de l'histoire de l'humanité, depuis l'intrusion des Occidentaux dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'ils donnent les moyens à ceux qui sont animés de mauvaises intentions. Et c'est pour ça que le monde va mal. C'est-à-dire qu'ils n'ont reçu à travers l'histoire que ceux qui étaient animés de mauvaises intentions pour les Amériques, de mauvaises intentions pour l'Afrique, de mauvaises intentions pour le Pacifique et de mauvaises intentions pour l'Australie. Comme un peu le fait d'armer des Parce que, tout simplement, le rapport de force était en leur faveur. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc à partir du moment où ils peuvent imposer ce rapport de force, mais tous les spécialistes en géographie, en géopolitique, militaire et compagnie vous le disent, que le premier pan de l'histoire vraiment, où vous avez ce rapport de force à grande échelle, c'est l'histoire des razzias négrières. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose qu'il faut quand même arriver à comprendre. Ne croyez pas que les souverains africains, et surtout les guerriers, les chevaliers, soient partis en courant, en voyant les armes. Mais regardez les histoires de Shaka Zulu. Les gens ont été au combat. Ils ont été. Et il y a une chose qu'on ne dit jamais, qu'on ne montre jamais. C'est les châteaux forts qu'on a construits le long des côtes africaines, comme disent certains historiens européens eux-mêmes, à une distance de vol de Fokono. C'est-à-dire, ils ne disent même pas de faucon, à une distance de vol de Fokono. Alors, vous avez des châteaux forts le long des côtes partout. On montre dans les documentaires l'histoire de l'Afrique, les Européens arrivent, il n'y a pas de château fort sur leur carte, alors qu'il y avait des châteaux forts partout. Voyez, mais moi-même, je suis encore le roi bois. J'ai 30 captifs que j'ai ramenés le long des côtes. Vous avez le château fort danois, le château fort anglais, le château fort portugais, le château fort français. Je passe où, moi, pour aller... Donc, si c'est un négrier portugais, vous pensez que je vais pouvoir passer par le château fort danois pour aller donner au truc? Vous voyez pas que les gens racontent n'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi parce que les souverains n'avaient même plus accès à la mer. La mer, il y avait des châteaux forts. Maintenant, vous allez demander, oui, mais comment je vais vous expliquer les choses, il faut comprendre les choses. Ces gens ont un mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des prisonniers et ils leur disent, soit vous poursuivez votre peine en prison, soit vous allez territoire africain ou territoire du Pacifique ou territoire américain. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est tous les renégats européens donc qu'on envoie sur ces territoires-là en leur disant voilà, vous ne reviendrez plus en Europe mais vous allez collaborer à cette affaire. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre de force des femmes noires avec lesquelles ils auront des enfants métis. Ces enfants métis,
Ils vont les laisser, histoire qu'ils apprennent un peu les mœurs, un peu la langue et compagnie. Après, ils les envoient en Europe. En Europe, ils reçoivent une éducation militaire, ils reçoivent une éducation de la couronne de l'Angleterre, de la couronne de France ou de la couronne du Portugal, de la couronne espagnole. On les renvoie en Afrique, on vous montre un document, on vous dit oui, regardez, c'est la preuve que ce sont les Africains. Mais vous avez vu que ceux qui portent des armes ne sont pas habillés à l'africaine, ce ne sont pas des Africains. Ces gens-là n'ont pas grandi en Afrique. Ce sont des gens que, malheureusement, des enfants qu'on a kidnappés, ils connaissent bien l'histoire des enfants soldats, ils oublient que ceux qui ont commencé, c'est quand même eux. Donc vous prenez des gamins, vous les faites vivre au Portugal, vous les habillez, vous les faites rentrer dans l'ordre du Christ, et après vous allez dire, ah, mais dans l'ordre du Christ, il y avait des Noirs. Mais je vais vous dire une chose. À partir du moment où l'enfant est coupé de son terrain culturel, est coupé de son terrain maternel, et que vous l'embrigadez dans votre christianisme en l'envoyant avec des armes à feu pour tuer des gens, eh ben, pour lui, c'est une destinée. Il y a eu des gens qui se sont rebellés contre ça. Mais la chose, c'est qu'il ne faut pas présenter un individu noir en disant que c'est l'Afrique. Parce que quand on va sortir le nom de comment cet individu est appelé dans les documents, Ian McIntosh ou Roberto da Silva. Attends, depuis quand les gens d'Afrique s'appellent Roberto da Silva? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et donc c'est sur la base d'escroqueries comme cela qu'on vient parler de traite négrière. Mais quelle traite négrière? Ce sont des razzias. Écoutez, soyons quand même un peu sérieux. Et les Portugais expliquent ça bien dans leur documentation. Moi, j'ai assisté à des débats entre les historiens portugais et les historiens français. Quand vous avez vaincu les Arabes en Europe, donc vous avez chassé les Arabes de la péninsule ibérique et du sud de l'Europe, d'accord? Donc ça veut dire que vous commencez à être un peu fier de votre possibilité d'imposer un rapport de force. Vous avez développé de la technologie pour pouvoir chasser ces gens-là de chez vous. Vous arrivez en Afrique avec quelqu'un qui a des flèches et des fusils, qui a des flèches et des couteaux et des lances, vous avez les fusils et vous allez discuter d'égal à égal. Non, je vous dirai une chose. Pourquoi ça arrive? Il faudrait ouvrir la tête de l'occidental, enlever son cerveau et mettre un autre cerveau. Mais tout autant qu'il aura un cerveau d'occidental, c'est comme ça qu'il est. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que partout où vous le voyez, sur les territoires, donc vous allez discuter avec les Inuits, ce sera le même problème. Vous descendez voir les aborigènes en Australie, c'est le même problème. Toujours la prédation. C'est-à-dire qu'il a le rapport de force en sa faveur. Le gars va pas discuter combien tu vends ton truc. Autrement, le franc CFA n'existait pas. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc la chose, c'est que quel est l'enjeu? Parce qu'il faut comprendre quel est l'enjeu de cela. L'enjeu de tout cela, c'est de paralyser la conscience africaine dans un passé qui n'est jamais arrivé. C'est-à-dire c'est une invention pure. Ce passé-là, ça, mais on peut le démonter en pièces détachées, petit morceau par petit morceau. Parce que les arguments sont nuls et non avenus. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils discutent entre occidentaux. Ou avec des Africains qui payent le salaire, comme j'ai eu l'occasion de voir dans certains colloques, où vous avez des historiens français qui ont écrit des livres en disant qu'il n'y avait pas d'énuques dans des royaumes africains, royaume de Ghana et compagnie, que ces eunuques-là sont arrivés avec l'arrivée des Arabes, et vous avez un historien africain qui vient dire qu'il y avait des eunuques avant, et le gars qui a écrit le bouquin ne se lève pas pour dire « mais qu'est-ce que vous racontez, puisque ça c'est faux ». Maintenant, je me penche dans mon sac pour prendre le livre, donc écrit par cet historien français, sur cette problématique des eunuques, pour lui lire ce qu'il a écrit lui-même dans son bouquin. Tout le monde a disparu, c'est-à-dire le temps de prendre le livre, d'ouvrir la page tout le monde a disparu du plateau. Je pars à la recherche de ces gens à travers les couloirs et compagnie. Disparu. Ce sont des intervenants ninja. C'est-à-dire c'est du jamais vu. Vous voyez? Et quand même ce monsieur, il a écrit quand même un bouquin sur les châteaux forts qui est très intéressant. Et la chose, c'est qu'il a demandé l'aide de l'UNESCO. Moi, j'étais là le jour où l'UNESCO l'a reçu. On a discuté de son truc pour être un peu en partenariat sur les routes de l'esclave de l'UNESCO. Donc, tu peux pas faire ça, être dans un débat, et tu renies ce que toi-même tu as écrit dans ton propre bouquin. C'est du grand n'importe quoi. Vous voyez? Donc, la chose, c'est qu'il y a une deuxième problématique. C'est-à-dire que vous savez que le passé a un aspect galvanisant. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez réglé vos paramètres de votre historiographie du passé, vous avez tout simplement un appui pour pouvoir prendre de l'élan et partir. Mais comme tout est dans le flou artistique, tu ne sais pas qui est qui, comment les choses se sont passées, et puis on entretient aussi des histoires dignes de Cirque Zavata, donc ça fait qu'il y a cette espèce de on tourne en rond dans la tête, donc on finit par tourner en rond dans la vie. D'où cette propension à montrer, chaque fois que vous voyez un noir dans un film, il a toujours un fusil à la main. Il ne peut pas avoir un bouquin, il ne peut pas avoir un ordinateur, non, il faut qu'il ait un fusil. C'est du jamais vu.
Et même quand on donne à certains jeunes de chez nous la possibilité de réaliser une mini-série ou un court-métrage, il faut qu'ils mettent un fusil dans la main de quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Très bien. C'est-à-dire, il va prendre un jeune, il faut qu'il lui mette un fusil, parce qu'on l'a programmé pour ça. C'est-à-dire qu'on te donne les moyens de montrer autre chose que ton programme que tu as reçu depuis que tu étais fœtus, tu sors le programme. Donc tu ne participes pas à l'amélioration des choses. L'autre chose qui est importante, c'est qu'en créant des dissensions entre nous et l'Afrique, entre les Africains, les ci, les ça, on paralyse l'Afrique dans le fait de décréter un projet commun, dans cette idée d'unité africaine. Parce que l'Asie a fait son unité, l'Europe a fait son unité, les États-Unis d'Amérique, on ne va pas organiser la division panafricaine. C'est ce que vous voyez l'affaire. Donc c'est cela, en disant que oui, les nègres ont vendu, les nègres, les machins. Mais où les nègres ont vendu les nègres? Ce nègre-là qui a vendu était africain. Regarde comment il s'appelle, Ian McIntosh, c'est un nom africain. Regarde comment il est habillé. Certains ont même une pipe. Des pipes que vous aviez en Espagne, des pipes que vous avez au Portugal. C'est-à-dire qu'il faut voir quand même comment les choses étaient. Et pourtant, les royaumes africains attaquaient les châteaux forts. Les royaumes africains arrivaient à prendre le château fort. Vous voyez, ils arrivaient à prendre les châteaux forts. Et comment la problématique des châteaux forts a perduré? Puisque les gens disent oui, mais si, machin, il faut savoir que les enfants des chefs, donc au niveau des villages, donc le long des côtes et compagnie, donc qui étaient un petit peu aussi reculés, étaient kidnappés dans les châteaux forts. Et si le village en question ne livrait pas des vivres au château fort, il tuait un enfant. D'accord. Donc, et je peux vous montrer ça très simplement. Il y avait des canons sur les châteaux forts qui étaient orientés vers l'intérieur des terres africaines. Donc, si le roi collabore, si le roi est en train de t'apporter des captifs comme machin, pourquoi tu as des canons vers la mer et pourquoi tu as des canons vers la terre? Et je peux vous montrer des documents des Danois qui disent qu'en réalité, on a des canons vers la terre parce que les Africains ne veulent pas collaborer à cette affaire-là. Parce que nous sommes des étrangers sur leur terre, on vient leur opposer un rapport de force et ils ne le prennent pas du tout. Et nous sommes constamment attaqués. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et donc, il y a des ouvrages qui parlent de ces châteaux forts et de la façon dont les jeunes y étaient. Parce qu'il faut savoir que le château fort, ce n'est pas la première fois que l'Africain voyait un château fort. Lui-même vivait dans un château fort. Les châteaux forts dans beaucoup de régions d'Afrique s'appellent les tatas. Vous allez au Mali, ce sont les tatas. Mais ce sont des châteaux forts. J'ai même montré que le château fort est une invention de l'Afrique. Oui. Donc il ne faut pas venir inventer le truc que la première fois que l'Africain avait un bateau, c'est quand les autres... Mais arrêtez de raconter des bêtises. Le Sénégal, c'est le nom d'un bateau. Vous voyez? C'est-à-dire que le gars, il arrive, vous voyez, un bateau qui circule puisqu'on fonctionnait sur les fleuves. C'est-à-dire que vous avez une espèce de ramassis de tout ce qu'on a trouvé dans la décharge publique de l'histoire, qu'on va vous déverser sur le continent africain pour donner aux Africains une piètre idée d'eux-mêmes en utilisant un adage qui est le passé, la chair même du présent. Celui dont tu détruis le passé, eh ben, tu as détruit son présent et il ne peut plus avoir de futur. Donc il faut, je dirais, soit on règle ce problème-là une bonne fois pour toutes, en montrant aux gens que tout ce qu'ils écrivent dans leurs bouquins, c'est du ramassis, et on est capable de leur dire en face. On ne va pas tourner machin, on va leur dire en face, vous comprenez? Mais la chose, c'est qu'on doit avancer. Parce que nous, on a la géothermie à faire, et on ne va pas la faire en combattant les uns contre les autres. Il va falloir qu'on se mette ensemble, et qu'on puisse faire ça, de manière à faire en sorte que l'ère du Verseau, voilà, vous voyez, le changement. On se comprend. Merci beaucoup, professeur Omotunde, pour ce cours sur les razzias négrières. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et partager cette émission de partout. Passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain. Bisous.